Donc, on va déjà commencer par se présenter. Donc, moi, c'est Christophe Lefort. Donc, je suis professeur des écoles. J'ai enseigné dans tous les niveaux depuis la grande section jusqu'au CM2, toujours en multi, enfin, c'est toujours en double niveau. Et j'ai quand même eu une dominante sur le grande section CP que j'ai fait pendant plus de 10 ans. Voilà. Et puis, actuellement, donc, pour la quatrième année, je suis en disponibilité pour mener le projet Métallo. Alors moi, c'est Laurent Jeune, donc j'ai enseigné dans tous les niveaux de l'école élémentaire avec du 4 niveaux pour commencer, CE1, CE2, CM1, CM2, pendant une petite quinzaine d'années, et puis ensuite plus de 10 ans en double niveau, CP, CE1, et puis j'ai terminé en CM, juste avant notre mise en disponibilité pour porter ce projet qui s'appelle donc Bien écrire pour bien lire. Euh, alors ce projet, en fait, donc ça fait 7 ans qu'on travaille dessus, ce projet Bien écrire pour bien lire. Donc, notre but, c'est de nous trouver, enfin notre position, c'est d'être à l'interface entre les préconisations des recherches et puis la réalité de la classe et de développer donc des outils fonctionnels qui tiennent compte de ces préconisations et de les intégrer en tenant compte de la réalité de la classe pour les enseignants et pour les élèves. Alors sur les recherches, on s'est basé principalement sur l'étude de lire et écrire de l'IFE. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la plus grosse étude de lire et écrire qui a été menée en France entre 2013 et 2015. Alors, pour resituer, ça concernait 131 classes, environ 2500 élèves. Et c'était des enseignants qui étaient déjà bien aguerris parce qu'ils sont bien aguerris sur le CP puisqu'ils se sont portés volontaires pour faire partie de cette étude. Et de cette étude est sorti des préconisations, en fait, après analyse, que vous allez retrouver dans les éléments qu'on développe. Alors, une grande partie de ces préconisations, d'ailleurs, ont été reprises dans le CSEN, le Conseil scientifique de l'éducation nationale, ainsi que dans le guide Orange. C'est des choses que vous allez pouvoir retrouver. Par exemple, la rapidité de fréquence d'études des graphèmes en début d'année. Et puis, on s'est beaucoup axé aussi sur les travaux d'André Ouzoulias. Alors, André Ouzoulias qui a travaillé au Murau, qui lui prônait la correction des écrits dans la même unité de temps. C'est-à-dire qu'on fait écrire les élèves avec la bonne orthographe depuis le départ. Pourquoi? Parce que ça leur permet de capitaliser et de mémoriser comptablement la bonne orthographe. Et ça va avoir un double impact. Ça va avoir un impact au niveau de l'écriture, puisque l'élève est capable d'aller rechercher en mémoire cette orthographe qui est bien mémorisée. Et puis la deuxième chose, c'est que ça va servir en lecture, puisque ça va permettre à l'élève d'accéder à une reconnaissance directe des mots. Alors, comment? Parce qu'en fait, en mémorisant le bon patron, quand l'enfant va se retrouver en situation de lecture, ben, ça va correspondre au patron qu'il a enregistré. Donc, c'est d'autant plus facile pour lui à lire que si c'est des patrons qui sont erronés, qui sont mémorisés avec une écriture graphophonétique, ça ne correspond pas à ce qu'il va avoir en lecture, donc ça va le barrer au niveau de la lecture. Et ça, on sait que c'est une des conditions, ça va leur permettre d'avoir une meilleure fluence au niveau de la lecture et donc avoir une meilleure compréhension. Alors, sur les recherches, ben, on va vous laisser lire un petit peu ces préconisations qui sont sorties depuis quelques années maintenant. Et qui font consensus, en fait. Voilà, il y a vraiment un accord sur les différentes recherches par rapport à ces points-là. Pour revenir sur l'étude IFE dont a parlé Laurent, ce qu'ils ont fait, ils ont observé les façons de travailler en classe, les pratiques de classe, et ils ont mesuré derrière les résultats des élèves. Et ça leur a permis de voir que quand on travaille de telle façon, voilà tel résultat. Quand on travaille de telle façon, voilà tel résultat. Donc, bien sûr, dans ce rapport de l'IFE, on ne nous dit pas comment il faut faire pour faire une bonne méthode de lecture, mais ces recommandations-là sont quand même très importantes. Elles sont reconnues aujourd'hui, elles font consensus. Il n'y a pas de division dans les recherches sur ces points. Donc, ces recommandations-là, on va en parler un petit peu aujourd'hui, ces préconisations, mais là, c'est quand même une présentation générale. Par contre, dans les 4 autres webinaires, on montre plus en détail comment elles sont intégrées dans la méthode.
Alors, c'est vrai que donc, au niveau des outils qu'on développe, et en particulier pour la méthode, hein, on s'est donc servi donc, de ces préconisations, mais aussi servi de notre expérience de classe et des observations qu'on a pu mener en classe pour donc développer la méthode de lecture et d'écriture. Et puis, on a fait tester cet outil, la méthode de lecture et d'écriture. Donc, on a eu 22 classes tests qui sont proposées. On rencontrait les enseignants de CP, c'était des enseignants plutôt aguerris, et puis on les rencontrait à chaque fin de période, et on leur demandait leur avis, les améliorations à apporter, et on a fait donc évoluer la méthode en fonction de leur retour. C'est pour ça qu'on arrive à vraiment un outil de terrain et qui tient compte de ce qui se passe dans les classes. Et puis, eh ben, c'est une méthode aussi, vous le verrez, si vous allez jeter un œil, parce qu'on on l'a testé dans les classes, mais on l'a aussi fait évaluer par un scientifique avec qui on travaille. Donc, il y a une évaluation type IFE, justement, hein, celle dont je vous ai parlé juste avant, qui a été menée. Et donc, les résultats, Christophe vous en parlera à la fin du webinaire. Voilà, donc le chercheur qui a mené cette étude-là s'appelle Patrice Gourdet, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a fait partie de l'étude IFE et donc il a choisi, alors il n'a pas pu faire la même évaluation que l'IFE parce que c'est beaucoup trop volumineux, mais il a pris justement les points qui lui paraissaient importants et il a fait passer l'évaluation, exactement la même évaluation à la cohorte métallo, qui, la même évaluation qui avait été passée dans le cadre de l'IFE pour pouvoir comparer les résultats. Alors, les supports. Donc, on a un site internet, hein, metallo.fr. Donc là, on va y aller. Alors, je vais faire mon partage pour que vous l'ayez bien. Et, je suis sur Zoom. OK. Voilà. Donc là, vous arrivez sur notre site metallo.fr. C'est la page d'accueil. Alors, depuis le site, vous avez une rubrique Mon espace depuis laquelle vous pouvez gérer la totalité des fonctionnalités. Vous allez retrouver la méthode de lecture et d'écriture, et puis le clavier métallo dont on va parler tout à l'heure. Alors, est-ce que tu n'as pas dit, Laurent? Là, c'est mon espace parce que Laurent est connecté. Il faut créer un compte pour ça. Mais voilà, si vous avez, chaque fois que vous voudrez faire une action, de toute façon, on va vous proposer de créer le compte. Il vous faut juste une adresse mail et puis un mot de passe que vous créez. Et après, vous avez votre espace. Donc, sur la méthode de lecture, hein, c'est toujours un truc, je ne sais pas si ça apparaît dans le partage, je ne pense pas. Donc, vous avez un manuel de lecture, hein, comme dans toute méthode de lecture classique, les fichiers d'activité. Après, par contre, vous avez un jeu de cartes graphème-phonème qui va être utilisé pour les séances d'encodage et rendre l'élève autonome sur les séances d'encodage. Christophe va vous le détailler tout à l'heure. Sur les 2 premières périodes de l'année. Vous avez aussi des vidéos qui vont permettre un entraînement aux gestes graphiques, on en reparlera tout à l'heure. Le répertoire Leximini qui va permettre de corriger en autonomie, permettre à l'enfant de se corriger en autonomie dans les séances d'encodage. Donc, je vous montre ici. En fait, ici, vous avez le livre de lecture et au dos, donc le livre, c'est où il y a tous les textes qui sont étudiés pendant l'année. Et au dos, il y a ce petit lexique de 300 mots. Voilà, qui permet aux enfants d'aller vérifier justement leur essai d'écriture dans la même unité de temps pour pouvoir se corriger s'ils ont fait des erreurs. Et donc, il contient les 300 mots qui sont encodés pendant l'année, pendant toute l'année, pour pouvoir balayer l'ensemble des graphèmes qui sont étudiés. Donc, on vous montrera tout à l'heure. Le guide pédagogique, évidemment, où tout est détaillé. Le fichier d'activité de différenciation qui va permettre de gérer une classe qui est hétérogène. Les affichages de classe. Et puis ici, vous avez des tutos d'accompagnement dans les ressources que vous pouvez retrouver, par exemple, pour lancer les premières séances d'encodage, etc. Vous avez aussi sur l'espace ressources un sous-main qui va permettre de ranger les cartes du jeu de graphème phonème. Et puis ici, le groupe collaboratif où on vous invite à aller jeter un œil parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui mutualisent des ressources complémentaires
et puis qui répondent à vos questions. Si jamais vous avez des questions par rapport à la méthode, vous pouvez leur poser vos questions. Voilà, donc c'est un groupe Facebook privé, il faut demander pour y rentrer, mais si vous demandez, en général, on accepte. Et ce qui est intéressant là, c'est que là, aujourd'hui, ben, nous, on est les concepteurs, donc on vous donne, on vous explique comment est construite la méthode, mais c'est bien d'avoir aussi l'avis des utilisateurs, ça compte largement autant que ce qu'on va vous dire. Donc n'hésitez pas à y aller. Voilà. Et puis, en dessous, vous verrez, il y a les replays. Vous pouvez regarder les témoignages des enseignants, etc. Vous pouvez commander un spécimen. Alors, il est gratuit hors frais de port. Je précise hors frais de port parce que bon, les frais de port sont quand même assez énormes et on a une petite structure. Donc, avec ce code ici, spécimen 22, dans le dernier volet de la commande, si vous voulez commander un spécimen, tout en haut, c'est pas évident à voir, mais tout en haut, vous pouvez rentrer ce code pour ne payer que les frais de port. Voilà. Alors maintenant, Christophe, tu vas peut-être détailler un petit peu l'organisation. Donc, je vais revenir sur mon document. Faut que tu repartages peut-être. Non, c'est fait. C'est bon. Ouais. Vous nous mettez un petit mot si tout est OK pour vous dans la discussion. Donc, OK. ok, nickel, super. Donc, alors, l'organisation de la méthode, déjà dans le temps. Donc, on s'est posé la question, puisque de toute façon, avec les vacances scolaires, tout le monde n'a pas les mêmes périodes. La méthode, elle est découpée régulièrement en 5 périodes de 7 semaines chacune sur l'année. Et puis, donc, ça veut dire que des fois, ben, on a les vacances qui arrivent, puis la période n'est pas finie, mais ça, ce n'est pas du tout un problème. Et donc, chaque semaine, il y a 4 jours de travail détaillé dans le guide du maître, et chaque jour, 2h15 d'activité. Voilà. Donc, au niveau de cette organisation, si vous voulez, un de nos objectifs, c'était de pouvoir rendre les élèves autonomes. On vous a dit que nous, on a fait du double niveau, donc on sait que bah, les élèves, c'est bien qu'à un moment donné, ils soient autonomes quand ils travaillent, puis on sait aussi que le CP, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, par exemple, dans la période 1, on a une façon de travailler, voilà, qui est régulière, donc qui revient à chaque étude de graphème. C'est quelque chose de régulier, donc les élèves comprennent bien ce qu'ils ont à faire, c'est juste le contenu qui change pour l'étude des graphèmes. Donc, on arrive assez vite à avoir de l'autonomie. Quand on arrive à la période 2, on va passer un palier, c'est-à-dire qu'on va avoir une organisation de travail qui est un peu plus exigeante. On va garder des choses de la période 1 pour garder cette stabilité et on va modifier certaines autres façons de travailler sur lesquelles on va former les élèves. Et comme c'est régulier dans la période, eh bien, ils vont redevenir autonomes assez vite dans la période, etc. En période 3, on repasse un palier en gardant des choses, mais on en amène des nouvelles. Et c'est comme ça jusqu'à la fin de l'année. Donc, voilà comme c'est construit. Maintenant, au niveau des domaines, vous les voyez en bas à droite. Donc, il y a des couleurs. Alors, c'est pour faire joli, mais pas que. Donc, chaque couleur correspond à un domaine. Et si je vais voir le guide pédagogique, donc à gauche ici, ça, c'est une page du guide. Donc, vous avez toujours pour chaque journée un tableau en haut de la page qui vous donne le nom du domaine, qui vous dit est-ce que l'enseignant doit être présent ou pas pendant cette activité-là, qui vous donne le temps de l'activité. Et sur la droite, vous avez tous les supports que vous devez aller utiliser. Donc, ça peut être le fichier d'exercice, ça peut être le livre de lecture, ça peut être le fichier d'activité, etc. On vous indique les pages. Et en dessous, vous avez des paragraphes, toujours avec les couleurs, qui vous expliquent, qui vous détaillent comment mener les séances. Sur la droite, vous avez 2 pages du fichier de l'élève, d'un fichier de l'élève. Donc, vous avez ici aussi les couleurs. Donc, vous savez par exemple que le bleu, c'est la discrimination auditive, le jaune, discrimination visuelle, le rouge, c'est étude de la langue, etc. Alors, c'est aussi un repère pour les enfants parce qu'on sait que quand on est devant sa classe et puis qu'on est en train de montrer, alors là, vous pouvez le montrer en version papier, mais il est aussi dans les ressources en version numérique. Donc, si vous avez un vidéoprojecteur, vous pouvez projeter. Et disons que la couleur aide certains élèves à se repérer parce qu'on va dire à l'élève, c'est l'exercice numéro 2, oui, mais le temps qu'il trouve. Si on lui dit c'est l'exercice bleu, tout de suite, ils sont tout de suite fixés sur le fichier. Donc, c'est aussi une aide pour les élèves. Et les élèves s'habituent aussi aux couleurs et ils savent, par exemple, que quand on fait un exercice bleu, oui, on est en train d'écouter les sons. Voilà, donc, c'est des choses qui reviennent aussi régulièrement. C'est un appui sur lequel, c'est une donnée sur laquelle on peut s'appuyer. Tu peux revenir avant, s'il te plaît? Oui. Alors, vous avez lecture partagée.
Donc, lecture partagée, en fait, toutes les semaines, on laisse 4 fois 15 minutes par jour, qui peuvent être prises soit par jour, soit à la fin de la semaine, sur des lectures partagées. Donc là, vous pouvez, c'est un temps libre qu'on laisse à l'enseignant pour aller, par exemple, étudier un album. C'est quelque chose qui est prévu dans la méthode, avec un temps donné. Ça, c'est quelque chose qu'on a intégré par rapport à des retours. Quand on prend une méthode de lecture, des fois, il y a des enseignants qui se disent oui, mais on est enfermé dans la méthode, on ne fait que ça. Alors, vous verrez déjà que nous, comment on a fait pour pallier à ça. Mais ce point-là, on a laissé du temps pour que vous puissiez dire, ben voilà, 1 heure par semaine. Moi, je veux étudier tel album avec mes élèves. Ben, j'ai 1 heure de temps qui est déjà prévu dans la méthode pour que je puisse le faire. Ça permet de sortir un petit peu et de voir d'autres choses. Alors, Patrice Gourdet, voilà, donc ça, c'est le chercheur qui a mené l'évaluation sur la méthode Métallo. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'en fait, on s'est aperçu dans les webinaires que vous n'avez pas forcément le son. Donc, moi, je vais vous mettre dans le chat, je vais vous mettre un lien. La vidéo, elle dure 1 minute, hein, donc on va vous laisser Une petite minute. voilà, Une grosse minute. on va vous laisser la regarder de votre côté. Donc, je vous mets le lien dans le chat, vous avez juste à le mettre dans le… Voilà. On vous laisse 1 minute et puis on revient vers vous. On vous laisse regarder la vidéo. Ok. Le lien, il est juste au-dessus de ce que vous venez d'écrire là, Sibylle. Voilà. C'est moi qui viens de le mettre là. Ah ben non, je peux pas. Il n'y a rien. Ça ne marche pas. Là. Ah bon? Voilà, bizarre, pourtant on l'a mis. Entre le OK et puis je ne trouve pas le lien, moi j'ai mis un message. Il y a un lien. Je ne sais pas, vous ne l'avez pas. Bizarre. Ça fait rentrer? Bah, oui, je pense. Copie de en faisant rentrer. Je réessaie. Moi, je n'ai rien. Et- Moi, j'ai rien. Bon, bah, tant pis, ça ne marche pas. Ah, ça y est, vous l'avez? Bon, c'est pas grave. Ok, alors tant pis. Ben, on peut le mettre, essaie de le passer, on va voir s'ils entendent. On essaie de vous passer la vidéo en direct. Par contre, on n'est pas sûr avec Vous nous dites, l'audio. c'est bon. Ah, c'est bon, je l'ai vu. Ça marche. Bon, bah alors, de toute façon, on va revenir dessus. Donc, je reviens sur mon document. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'apprendre à lire et à écrire? Donc, voilà. Métallo, c'est une méthode de lecture et d'écriture. Mais ils ont peut-être pas vu là. On intègre, mais ça ne fait rien, on va revenir dessus. Ah oui. Si, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait vu. Voilà. Apprendre à lire. Donc, apprendre à lire, premièrement, c'est comprendre le principe alphabétique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la combinatoire, c'est-à-dire que les lettres codent des sons. C'est la première chose à intégrer. Donc, pour ça, on peut le faire de deux façons. Si on part du graphème et qu'on va au phonème, on est dans une situation de décodage. Et puis, si on part du phonème, c'est-à-dire des sons, et qu'on va aux écritures, au graphème, on est dans une situation d'encodage. Voilà, donc les deux sont complémentaires, les deux se travaillent, mais ça fait partie de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Maintenant, apprendre à lire et à écrire, c'est aussi comprendre le fonctionnement de la langue. Là, je viens de dire, c'est apprendre que les lettres codent des sons, mais c'est aussi apprendre que certaines lettres ne codent pas des sons. Par exemple, on va parler des lettres muettes, on va parler du S au pluriel des noms, etc. Donc, il y a certaines lettres dans l'écriture qui ne codent pas de son. Ça, c'est un des fonctionnements. Donc, apprendre à lire et à écrire, c'est aussi apprendre à écrire des mots,
puis des phrases, puis des textes avec la bonne orthographe. Et de l'autre côté, c'est lire des mots, des phrases, des textes. Et bien sûr, lire, c'est pour comprendre. Donc, c'est comprendre des textes. Donc, en début d'année, on ne peut pas demander à des CP de lire des textes, donc on ne va pas leur demander de les comprendre. Par contre, on va leur lire. Ça va être des textes entendus pour eux. L'enseignant va lire des textes plus conséquents que l'enfant est capable d'entendre et on va travailler à la compréhension sur ces textes-là. Et puis, petit à petit, une fois qu'il entre vraiment dans le fonctionnement de l'écrit, il va devenir plus autonome et pouvoir lire ses écrits à lui. Donc, l'aboutissement de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, c'est bien sûr d'arriver à écrire des mots, des phrases, des textes avec la bonne orthographe du côté de l'écriture, et c'est d'arriver à comprendre des textes en autonomie du côté de la lecture. Donc, apprendre à lire et à écrire, c'est tout ça. C'est un petit peu ce qui était dit dans la vidéo. Oui, c'est lié en fait. Maintenant, on vous montre comment nous, on a lié les choses dans la méthode Métalo. Donc, on met le rôle de la lecture et le rôle de l'écriture parce que chacun a un rôle différent et un rôle bien propre. Donc, bien sûr que la lecture et l'écriture sont liées, qu'on fait sans cesse des allers-retours entre les deux, ça on le sait depuis longtemps. Mais dans la méthode Métalo, l'objectif de la lecture, c'est de comprendre. C'est-à-dire que quand on place les enfants dans une situation de lecture, on n'a pas d'autre but que de leur faire comprendre ce que le texte dit. Donc, on va travailler au début sur des textes entendus, lus par l'enseignant. Il y aura aussi, au fur et à mesure, des textes lus. Donc là, ça fera intervenir le décodage. On va travailler le vocabulaire en contexte, au fur et à mesure qu'il est rentré dans les textes. Et bien sûr, on va axer nos apprentissages sur la compréhension. Il faut retenir que dans Métalo, lire, c'est comprendre. En fait, je vais quand même préciser quelque chose. Pourquoi on ne travaille que la compréhension en lecture? Bon, je vais vous parler de mon expérience à moi. Moi, quand j'ai eu des CP, au début, je travaillais aussi le code pendant la lecture. Alors, il y a eu le même cas. Et il y a certains élèves qui se focalisent sur le code. Ils vont se focaliser sur les syllabes, le fonctionnement des syllabes, les sons, etc. Et en fait, ils décrochent, ils ne vont pas chercher le sens, ils restent coincés là-dessus. On en fait un petit peu comme des techniciens de la lecture. Lire, c'est associer les sons, et puis on arrive à avoir des enfants qui déchiffrent très bien. Puis quand on arrive, qu'il a fini sa phrase, on lui dit « Qu'est-ce que tu as compris ?» Il ne sait pas ce qu'il a compris. Donc, on a enlevé cette partie-là de la lecture pour que l'enfant comprenne que quand je lis, je comprends. Donc, quand j'ai lu quelque chose, je dois être capable derrière de dire ce que j'ai compris. Même si je n'ai pas tout compris, ce sera un autre travail, on va vous le détailler après, mais lire, c'est comprendre. Et puis, de l'autre côté, l'écriture, c'est ici qu'on va étudier la langue. Donc, l'écriture, bien sûr, qui a le sens, puisque le sens, il est premier dans l'écriture. Quand on produit de l'écrit, on a quelque chose à exprimer. Donc, il y a un sens à la base. Et on va pouvoir faire l'étude de la langue à ce moment-là parce que ça devient naturel. Je vous donne un exemple. Si vous donnez, par exemple, on va prendre le mot tortue. Un enfant, s'il est en situation de lecture et qu'il ne connaît pas le mot tortue, il peut être capable de le déchiffrer ou pas. Moi, j'ai vu des élèves qui entendent déchiffrer le mot tortue par un autre, ils l'ont mémorisé, ils ont bien vu, ils le reconnaissent bien. Par contre, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, ils ne savent pas quels sont les sons présents, combien il y a de syllabes, etc. Et ils sont capables de le reconnaître. Mais en fait, ils ne sont pas passés par l'étude de la langue, c'est une mémorisation parce qu'on a dit « Ok, ça c'est tortue, ok, j'assimile cette écriture-là, c'est tortue ». Par contre, si je dis à un élève « Écris le mot tortue », eh bien là, il est obligé de passer par le fonctionnement de la langue. Il va être obligé d'écouter le mot, de le découper en syllabes, d'écouter les sons qu'il entend, d'aller chercher les graphèmes qui correspondent aux sons qu'il a entendus, etc. Donc, l'écriture, naturellement, elle oblige l'enfant à passer par le fonctionnement de la langue. C'est pour ça que nous, dans la méthode, le fonctionnement de la langue est traité quand on est en situation d'écriture. Donc, la situation d'écriture, l'écriture, c'est vaste. Hein. Ça part du geste graphique, donc l'entraînement qu'on vous montrera tout à l'heure, toutes les séances d'encodage, les dictées, et puis toutes les situations d'écriture qu'on peut proposer dans la méthode. Donc, ces deux grands axes-là, il faut vraiment bien garder ça à l'esprit. En fait, quand on est lecteur expert, souvent on réagit en tant que lecteur expert. Quand on est lecteur expert comme un adulte, on est capable d'être multitâche et de traiter la compréhension, comment dire, certaines particularités orthographiques dans un texte. Donc ça, on est capable d'être multitâche. Par contre, un enfant en apprentissage de la lecture et de l'écriture, lui, il est plutôt monotâche. Et donc,
quand il lit un texte, c'est pour aller chercher de la compréhension. Et donc, c'est dans les séances d'écrit qu'on vraiment travaille sur le fonctionnement de la langue. Et c'est après, quand il va devenir un lecteur expert, qu'il va être capable d'être multitâche et de traiter toutes ces particularités. Alors, on va regarder du côté de la lecture, dans la méthode. Donc, Métallo, c'est une méthode à entrée graphémique. Donc, on va étudier à chaque fois un graphème à la fois. Et nous, on travaille sur la régularité de la langue. Donc, ça, c'est une préconisation. C'est-à-dire qu'on va choisir le graphème qui est le plus courant pour un son donné. Par exemple, si je prends le son I, dans 99% des cas, il s'écrit avec la lettre I. Et dans 1% des cas, il s'écrit avec la lettre Y. Eh bien, nous, on va introduire le graphème I en disant, voilà, le I sonne I. Et on sait que quand on fait ça, on a déjà traité 99% des cas. Et le Y, on y viendra plus tard, ce sera une entrée plus tard. Donc, on travaille sur la régularité. Au niveau de la fréquence des graphèmes, donc Laurent l'a dit tout à l'heure, on respecte l'étude de 14 graphèmes dans les 9 premières semaines, c'est ce qui est préconisé. Voilà. Et puis, on a choisi des graphèmes, donc des graphèmes voyelles et aussi des graphèmes consonnes. Mais les graphèmes consonnes, vous voyez, par exemple, le M, le R, le L sont des sons qui peuvent durer et qui sont plus faciles à entendre pour les enfants, par exemple, que le T. Voilà. Qui est une occlusive et qui peut être un petit peu plus entendu, un peu plus difficile. Donc ça, c'est, j'ai mélangé avec la facilité. Donc c'est la facilité de prononciation, c'est ça. On introduit les lettres muettes tout de suite, puisque la langue française contient vraiment beaucoup de lettres muettes, et nous, on les introduit dès le départ, et ce n'est pas du tout un problème. Et puis, la fréquence des mots dans la langue française, on ne va pas aller travailler le code sur des mots hyper compliqués que les enfants ne comprennent pas. On travaille sur des mots qui font partie de leur vocabulaire pour qu'il n'y ait pas en plus cette contrainte de dire le fait qu'est-ce que ça veut dire ce mot. Donc voilà au niveau du code. Et puis au niveau des textes, alors on vous a dit tout à l'heure, on vous laisse un temps pour sortir de la méthode, mais déjà la méthode elle-même, elle propose vraiment beaucoup de types d'écrits qui sont cités sur la gauche. On n'a pas voulu faire une histoire de Métallo où on raconte toujours l'histoire de Métallo. Alors par exemple, il y a Métallo, puis pendant 3 semaines, il n'y aura plus Métallo parce qu'on fait autre chose, après il revient, etc. Et il y a vraiment beaucoup de types d'écrits pour que l'enfant puisse comprendre quand je lis, oui, il y a aussi des écrits différents qui ont un rôle différent, etc. C'est aussi pour travailler au niveau de la compréhension sur l'aspect culturel. Alors, pour aider l'enfant dans le livre. Donc ici, vous avez une page, là on est en période 3, vous avez un texte qui est étudié en début de période 3. Donc vous voyez que le texte, il est en 2 couleurs. Alors les couleurs, elles correspondent aux syllabes orales. Et pourquoi on a fait ça? En fait, si on prend le deuxième mot, là, commandant, qui n'est pas forcément un mot spécialement facile à lire parce qu'il est long, en fait, ça n'a aucun intérêt de laisser un enfant devant un mot pour le laisser chercher, en tout cas quand on veut comprendre. Si on le laisse chercher et puis qu'il se perd dans le mot, on ne va pas y arriver. Donc nous, on lui donne cet appui-là, c'est-à-dire qu'il sait que le mot est découpé comme ça. Co, man, dans. Donc ça va lui donner vraiment une aide au niveau des syllabes. Ensuite, pour les lettres muettes, elles sont soulignées discrètement en noir. Donc au départ, quand on a commencé la méthode, elles étaient grisées, les lettres muettes. Et là, on en a parlé avec les testeurs. Et ce qui est remonté, c'est que quand les enfants devaient écrire les mots, ils ne recopiaient que la partie, ils recopiaient la première partie, mais ils ne copiaient pas les lettres muettes. Donc là, c'est comme s'ils ne les voyaient pas. Comme si ça ne faisait pas partie, en fait, Comme ça ne faisait pas de partie la du mot. syllabe. Voilà. Donc ça veut dire que même dans l'enregistrement du patron, en fait, ils retiennent que la première partie, puis ils ne retiennent pas la fin. Donc on les a mis de la même couleur que la dernière syllabe et on les a soulignés en noir et ça a enlevé ce problème-là. Ensuite, alors Laurent, on n'a pas détaillé les recommandations, mais une des recommandations qui était au départ, là, c'était des textes 100% déchiffrables. Alors, ce n'est pas 100% déchiffrable, la recommandation, c'est à 70%. C'est au moins, oui. Au Ça, c'est moins. les travaux de Roland Boisgout. Mais plus on s'approche de 100%, mieux c'est. Voilà. Donc, nous, c'est déchiffrable à 100%, sauf qu'il y a certains mots que l'enfant ne peut pas forcément déchiffrer parce qu'il n'a pas étudié les graphèmes, comme ici bateau et boulet, par exemple. Donc, ils sont travaillés en amont de la lecture, ils sont en haut, vous voyez, un bateau, un boulet, enfin un bateau, des boulets. L'enfant, maintenant, sait que ces mots-là, même s'il n'a encore pas tout compris comment ils sont construits, il sait ce qu'ils veulent dire. Et donc, quand il arrive à la lecture du texte, il peut se référer au dessin du haut et lire. Donc, ce qui fait que pour lui, il est capable de tout déchiffrer en autonomie.
Et puis, sur le cadre qui entoure le texte, vous voyez le mot quand. Donc ça, ce sont les mots-outils. Donc les mots-outils, ben, dans ce texte-là, c'est le mot-outil quand qui est introduit. Donc ils sont mis en bordure de texte comme ça. Et de la même manière, ils sont étudiés avant la lecture du texte. Ils sont travaillés quotidiennement puisqu'ils sont rappelés de manière régulière. Voilà, ils sont travaillés aussi en dictée, etc. Vous allez voir aussi qu'il y a une autre préconisation qui a été intégrée ici, par exemple, c'est pas par exemple, c'est sur la nouvelle orthographe, ici. On a la disparition de l'accent circonflexe sur le Je ne sais pas si voilà souriant, qui brûle et qui coule. qui brûle, l'avant-dernière ligne. Donc pour la compréhension, donc ça c'était les appuis vraiment dans le livre. Maintenant, au niveau de la compréhension, comment on travaille? On s'est vraiment penché sur la compréhension parce qu'on regarde bien par expérience en classe, qu'est-ce qui se passe. Généralement, on lit ou l'élève lit un texte et puis on lui donne un questionnaire et puis l'élève répond et puis après on regarde ce qui s'est passé. Alors en fait, ça c'est là souvent on est dans une évaluation de la compréhension. Ce qu'on a cherché à faire dans la méthode, c'est vraiment à travailler la compréhension. Comment on peut travailler et améliorer la compréhension. Ça a été notre credo. Donc, on s'est appuyé sur une des préconisations. Celle-là, elle vient du guide Orange qui explique qu'en fait, que le débat et l'argumentation, la justification, ce sont des éléments qui vont permettre de travailler la compréhension. Donc, la mutualisation des réponses et puis une discussion entre les élèves, ça va vraiment permettre d'améliorer cette compréhension. Donc, c'est ce qu'on a cherché à faire dans la méthode. Et donc, pour les questions, on va avoir des questions explicites, où on trouvera la réponse directement dans le texte ou sur l'illustration. On va travailler aussi l'implicite pour leur apprendre à faire des inférences. Et puis, on aura aussi des questions culturelles qui, là, sortent de l'histoire, mais s'ouvrent sur le monde et puis d'avoir une connaissance aussi du monde. Donc, on va se retrouver avec des questions justement qui ont été travaillées pour correspondre, pour avoir des débats derrière. Donc, des fois, on a des questions avec plusieurs réponses. On a même parfois des questions où on ne sait pas forcément les réponses. Ce n'est pas toujours évident, même pour l'adulte. On en reparlera juste après. Ouais, le mot bateau et boulet, non, ils sont soulignés en violet. Là, vous voyez peut-être pas sur l'écran parce que c'est souligné en violet les mots bateau et boulet. Oui. Donc, voilà comment ça se passe. Dans les périodes 1 et 2, 1 et 2, je vous ai dit qu'on avait de la régularité. Donc, on travaille toujours de la même façon pour que les enfants ne soient pas toujours bousculés. Donc, en premier, on projette l'illustration, ou alors on travaille sur le livre. On regarde l'illustration du texte. Les enfants s'expriment une première fois. Ensuite, l'adulte, donc l'enseignant, va lire le texte aux enfants une première fois. Juste après, il va y avoir un temps de verbalisation. Chacun va pouvoir dire ce qu'il a compris de ce qu'il vient d'entendre. Ensuite, l'enseignant va relire une deuxième fois le texte, mais il va dire aux élèves, alors, je vais vous relire une deuxième fois l'histoire. Par contre, quand j'aurai terminé, je vais vous poser des questions. Donc, on les prévient avant. Donc, il relit l'histoire. Et ensuite, il y a une série de questions. Voilà. Et c'est là qu'on entre dans le débat et l'argumentation. Donc, pour faire simple, si vous voulez, le but, c'est que tout le monde s'exprime, que tout le monde rentre dedans. On n'est pas dans le juste faux, on est dans le point de vue. Donc, chacun a le droit de défendre un point de vue à partir du moment où il est capable de le justifier. Ça, qu'est-ce que ça provoque? On a, dans les évaluations qu'on a menées, vous savez, par exemple, quand on fait des évaluations, on a toujours un pourcentage d'enfants qui ne s'expriment pas. Un score de nos réponses. Voilà, ils ne vont pas répondre. Nous, dans l'évaluation, il n'y a pas d'élèves qui ne répondent pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils répondent tout juste, mais ça veut dire qu'au moins, ils s'expriment. Et c'est le fait de pouvoir s'exprimer et après d'entrer dans le débat qui est intéressant. Par exemple, voilà, qui appelle métallo à la fin de l'histoire, il y en a un qui dit c'est sa maman, l'autre non, c'est son papa, mais on va expliquer pourquoi c'est son papa, pourquoi c'est sa maman, etc. Donc ça, c'est le premier jour, c'est une séance d'à peu près 30 minutes. Le lendemain, on revient, donc l'enseignant dit « Bon, on a lu l'histoire hier, on a travaillé sur l'histoire, qui est-ce qui peut nous redire un petit peu ce qu'il en était ?» Donc, on fait un premier temps de verbalisation. Ensuite, l'enseignant reprévient les élèves « Je vais vous relire une fois l'histoire et je vais vous reposer des questions encore une fois. » Donc, le premier jour, c'est plutôt des questions pour s'assurer que les enfants ont compris le texte et le deuxième jour, on va aller sur des questions un peu plus en profondeur. Donc, il relit et encore une fois, on a un débat
c'est à l'oral, hein, tout ça, un débat, une argumentation pour comprendre ce qu'on vient d'entendre. Ça, période 1 et 2, ça se passe sur 2 jours. Et puis après, ben, on étudie un autre texte pour introduire un autre graphème, etc. Donc maintenant, sur l'année, comment ça se passe? Ce que vous avez en haut à gauche, là, texte long entendu lu par l'enseignant, c'est ce que je viens de vous présenter. À partir de la période 3, l'enfant, il est capable de lire tous les textes qui sont dans le livre. Oui, pour vous donner un ordre d'idée, si on prend le livre, donc en début d'année, hein, ça c'est pareil, c'est préconisé, il faut travailler sur la compréhension depuis le début d'année sur des textes lus par l'enseignant, parce qu'autrement on ne fait pas de compréhension, on ne pourrait pas lire. Donc en début d'année, l'enseignant lit la page de gauche, et puis l'élève lit la page de droite. Ça, c'est pour les 2 premières périodes. Et quand on arrive à partir de la période 3, donc sur la période 3, que je vais retrouver, donc à partir de janvier, l'élève lit page de gauche et page de droite. Voilà. Donc, on le précise aussi, puisqu'on ne se faisait pas le comprendre au départ. Bien sûr qu'on travaille sur les textes entendus, mais l'enfant a sa part à lui, hein, ce qu'il est capable de lire à partir de maintenant. Donc, au début, c'est juste des mots et après, ça devient vite des petites phrases et puis après, des petits textes. Il a aussi sa part à lui en dehors de ces textes-là, où lui s'entraîne au décodage et à la lecture et à la compréhension. Et puis, on mène aussi en période 2 et 3 des activités complémentaires. Donc, on va partir des textes qu'on a lus, mais on va faire des séances décrochées où là, on va amener les élèves à une problématique et puis de comprendre. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, sur le texte des pirates, là, il y a l'illustration du texte, on en amène 3 autres. Donc au départ, on leur dit, voilà, vous avez 4 moments de l'histoire qui sont illustrés ici, à vous de les ranger dans l'ordre de l'histoire. Ça, c'est un premier travail, ils travaillent en petits groupes. Et puis après, on leur donne une page vierge du même format que les images et on leur dit, vous allez dessiner, vous allez vous mettre d'accord et vous allez dessiner un autre moment de l'histoire qui n'a pas encore été dessiné. Et puis ce moment de l'histoire, eh bien, vous allez devoir le ranger au bon endroit dans la série des 4 images. Et on arrive à une mise en commun au tableau avec tous les dessins de tous les groupes à les ranger. Et pendant ce temps-là, ben voilà, non, ben, les enfants argumentent, ils vont dire, moi je le mets là parce que c'est à ce moment-là qu'il fait ça, etc. Donc là, on rentre encore plus dans la compréhension du texte. Donc voilà, c'est des activités de ce type-là. C'est vrai, Il y en a qui sont menées pendant 2 périodes. c'est vraiment des activités de travail de la compréhension. Et puis, donc, ce que vous voyez en vert, c'est le développement de l'autonomie. Donc, vous avez vu là qu'au départ, ben, on est beaucoup en collectif, puisque l'enseignant lit l'histoire, les enfants écoutent, ensuite on débat, on mutualise, etc. Mais ça, c'est pour emmener tout le monde. C'est pour que les enfants, justement, cassent cette idée de dire moi, je ne sais pas. Si, on peut toujours savoir, même si ce n'est pas juste, ce n'est pas grave, mais on peut s'exprimer. Et donc, petit à petit, l'enfant, on va lui demander d'être de plus en plus autonome, mais on ne va pas enlever ces moments en collectif. C'est-à-dire que petit à petit, on va lui dire, OK, vas-y, tu commences tout seul. Et puis après, nous, on y revient ensemble. Ça, c'est par exemple en période 3 et 4. Et l'enfant va pouvoir se lancer sans le groupe, tout seul. Et puis après, il y a toujours ce temps en commun pour pouvoir débattre, etc. Et comme l'a dit Laurent, mais je trouve que tu n'as pas beaucoup insisté, donc je vais réinsister à coup. Si on pose des questions à un enfant et qu'on attend, qu'on a sa réponse, on vient juste de faire une évaluation. Le moment où l'enfant apprend, c'est le moment où il est capable de confronter son point de vue à un autre. De mutualiser et de débattre. Voilà. Sinon, on est juste en train de mesurer, voilà, qu'est-ce que tu as compris? OK, tu as compris ça. Mais quand un autre élève vient lui dire, non, mais moi, je ne suis pas d'accord parce qu'à ce moment-là, ça ne peut pas être ça parce que, puis il argumente, et bien c'est à ce moment-là que l'enfant peut progresser en compréhension en s'aidant des autres. Alors, comment ça se passe concrètement au niveau de l'autonomie de l'enfant? Sur les périodes 4 et 5, le texte qui est abordé, en fait, il y a un travail directement sur le fichier en amont, avant de travailler sur le texte, où le texte a été résumé, raccourci. L'élève va le lire et puis il va avoir à répondre à un questionnaire. Là, par contre, on va se retrouver déjà dans quelque chose qui est qu'on retrouve habituellement en classe. Mais par contre, derrière, on va avoir un débat, une mutualisation, une argumentation par rapport à ces réponses. Donc ça, c'est expliqué dans les webinaires thématiques, donc on ne va pas faire trop long ce matin. Donc maintenant, du côté de l'écriture.
Alors, encore une petite vidéo de Patrick Bourdet. On espère que vous allez avoir le lien. Ouais, mon lien ne marche pas, donc comme ça, c'est réglé. Ton lien marche pas? Non. Bon, la question, c'est faut-il écrire avec la bonne orthographe dès le début des apprentissages? Ben, la réponse, c'est oui. Donc, Laurent l'a expliqué tout à l'heure. Si on laisse un enfant écrire avec la mauvaise orthographe, il va mémoriser la mauvaise orthographe. Ce qu'il aura en mémoire, il ira toujours le rechercher. Ça veut dire qu'il va… Moi, je vous donne mon exemple à moi. Quand j'avais des CP au départ, j'étais beaucoup axé sur la phonétique. Et déjà, quand mes élèves comprenaient la phonétique, je trouvais ça bien. Et le problème, c'est que si je les laisse écrire en phonétique, ils enregistrent la phonétique et chaque fois qu'ils vont réécrire, ben, ils vont utiliser la phonétique. Donc déjà, on n'aura pas la bonne orthographe en écriture. Mais en plus, en lecture, ce qu'ils ont mémorisé, si je prends le mot bateau, si l'enfant l'écrit B-A-T-O, quand il va le rencontrer B-A-T-E-A-U, il ne va pas pouvoir le reconnaître dans une phrase. Donc, il va être obligé de passer par le déchiffrage à chaque fois, et donc ça va ralentir sa vitesse de lecture. Alors que s'il a appris à l'écrire correctement, quand il va le rencontrer dans une phrase, eh bien, il va pouvoir le reconnaître plus directement et accélérer sa fluence. Donc, voilà pourquoi il faut écrire avec la bonne orthographe. Ça, on le détaille aussi dans le webinaire Graphisme et encodage. Donc, maintenant qu'on sait qu'il faut écrire avec la bonne orthographe, comment on va faire? On va vous montrer des exemples. Donc, déjà, le geste graphique. Pareil, recommandation, étude de l'IFE. Les enfants qui sont entraînés en moyenne 19 minutes par jour au geste graphique sont les enfants qui produisent les meilleurs résultats en production d'écrit, tant en quantité qu'en qualité, et jusqu'au CM2. En fait, ces 19 minutes, c'est le pic. Hein. C'est pas… En fait, faire plus, ils s'aperçoivent que faire plus, ça ne sert à rien Voilà, lorsqu'ils ont mesuré. 19, c'est la préconisation. Donc, voilà, une vingtaine de minutes. Donc, nous, on a des séances dans cet entraînement en geste graphique d'environ 20 minutes tous les jours. Il se peut que parfois, il n'y ait pas la séance, mais c'est parce qu'il y a autre chose à la place, mais les enfants sont quand même en train d'écrire d'une autre manière. Mais quasiment tous les jours, c'est cet entraînement-là. Alors, je vais vous passer une petite vidéo. Donc, nous, on a mis en place des vidéos. Je vais refaire mon partage. Qu'on peut faire tourner en boucle. Hein. On sait très bien qu'une séance d'écriture en classe, c'est extrêmement compliqué. Il faut surveiller chaque élève. Celui-là tourne à l'envers, celui-là tient mal son crayon. Donc, c'est hyper fastidieux. Donc, faire tourner ces vidéos en boucle, ça va déjà permettre à l'enseignant de se libérer du temps pour gérer sa séance d'écriture. Et ça va permettre à l'enfant d'avoir un référent permanent sur lequel il peut compter pour venir vérifier si son geste est correct. Parce que une lettre, ce n'est pas du tout un dessin. Une lettre, ça a un point de départ, c'est un mouvement et ça a un sens. Donc, on sait très bien qu'une fois qu'on a montré au tableau comment on trace la lettre A, par exemple, l'enfant, OK, mais celui qui n'est déjà pas écouté parce qu'il était distrait, celui qui se rappelle plus ce qu'on a dit, ben nous, quand on est avec un autre groupe et puis qu'on n'est pas derrière tout le monde, ben, on sait très bien qu'il y en a un qui peut tourner dans le mauvais sens, puis là, il va passer 10 minutes à s'entraîner dans le mauvais sens, puis je ne l'ai pas vu. Donc ça leur permet vraiment d'être autonomes et d'aller se référer à ça. On leur dit, bah, tu prends ton crayon en l'air, tu reçus la lettre, c'est pour ça qu'elles sont lentes, et puis tu peux le faire plusieurs fois puisque tu as tourné en boucle, puis une fois que tu es prêt, ben, tu retournes sur ton cahier ou ton ardoise suivant comme travail. Alors, vous retrouverez, ce qui est conseillé aussi, c'est de verbaliser ce geste graphique. Ça, vous le retrouverez dans le guide pédagogique. On en reparlera aussi dans un autre webinaire. Alors, je vais reprendre mon document qui est là. Alors, au niveau du matériel, au niveau de l'encodage, donc on travaille avec le jeu de cartes Graphème Phonème dont vous a parlé Laurent tout à l'heure. Donc en jaune, là, vous voyez le sous-main sur la gauche, et puis en bas, vous avez l'exemple. Donc vous avez des images encodage, là, la tortue. Donc on a le dessin, on a le déterminant, et puis le trait qui symbolise le mot. Donc ici, c'est un mot qui respecte la régularité de la langue, donc il n'y a pas d'indice, mais il peut y avoir des indices orthographiques. Donc, on incite toujours les élèves à écrire syllabe par syllabe, c'est ce qu'on voit sur la ligne du haut dans le cadre orange. Une, tor, tu, et une fois qu'il a, ça c'est pour pas qu'il se perde dans le mot, et une fois qu'il a écrit ces syllabes, il les rassemble pour former le mot. Je vous montrerai tout à l'heure comment se passe une séance d'encodage. Ça, c'est utilisé seulement les 2 premières périodes de l'année. Après, une fois que l'habitude est donnée, ils font la même chose sur fichier puis sur cahier. Au niveau des outils, on vous a montré tout à l'heure Leximini, donc c'est le petit lexique qui est à la fin du livre de lecture, qui va permettre à l'enfant, une fois qu'il a fait son essai d'écriture avec son jeu de cartes, il va pouvoir aller vérifier lui-même, je vous montrerai comment, son essai d'écriture.
une chose très importante, c'est la correction dans la même unité de temps. Quand on dit faire écrire les élèves avec la bonne orthographe, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils se trompent. Ça veut dire que l'enfant, il faut qu'il fasse ses essais. Il ne peut pas tout savoir. Par contre, son essai d'écriture, il doit être capable de le confronter à la norme. Et l'avantage ici, c'est que ce n'est pas l'enseignant ou l'enseignante qui va lui dire ben, c'est juste ou c'est faux. C'est lui qui va aller chercher et qui va dire ah non, ça ne s'écrit pas comme ça s'écrit comme ça. En fait, l'orthographe devient quelque chose qui est extérieur à l'enseignant. C'est une norme qui existe, voilà, que je dois apprendre à respecter quand j'écris, mais ce n'est pas, on va dire, entre guillemets, un jugement de mon enseignant qui va me dire c'est juste ou c'est faux. En fait, c'est chercher à donner une conscience orthographique à l'enfant. Savoir que quand il écrit, il n'écrit pas comme il veut, mais par contre, qu'il y a une norme qui a été posée. À ce moment-là, l'élève, il va prendre cette habitude d'aller vérifier cette norme. Parce que souvent, ce qui se passe en CP, quand on fait écrire des élèves, on ne s'occupe pas trop de cette orthographe, hein. Donc, on laisse écrire, donc on laisse mémoriser mal. Et en plus, ça va embêter au niveau de la suite, en écriture et en lecture. Mais là, si on cherche vraiment à poser cette norme, ça va donner des bonnes habitudes à l'enfant et tout de suite, il va aller vérifier cette orthographe et ça va vraiment lui donner une réelle conscience pardon, une réelle conscience orthographique. En fait, très vite, on s'aperçoit que les enfants savent qu'il y a une façon d'écrire. Voilà. Et quand je vous donne mon exemple de tout à l'heure où moi, je laissais écrire mes élèves en phonétique, en fait, je les mets à côté de la plaque quand je fais ça parce que je leur fais croire qu'on écrit comme on veut et c'est pas. Et souvent, en plus, on laisse faire ça et puis à la fin du CP, la CP, CE1, on commence à poser cette norme, cette orthographe. Et puis les élèves qui écrivaient de manière graphophonétique, parce que ça leur pose pas de problème, hein, ils en écrivent beaucoup, parce qu'ils adorent écrire. Mais on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que sitôt que la barrière de l'orthographe, elle arrive et qu'ils n'ont pas les moyens d'écrire de manière normée, eh bien, ils se retrouvent avec une barrière de l'orthographe, et puis on s'aperçoit qu'au niveau de la créativité, au niveau de l'écriture, ils écrivent de moins en moins. Donc le but, c'est de leur donner les moyens de pouvoir écrire juste depuis le départ. On vous Et de laisse, garder cette créativité et puis de capitaliser sur cette mémorisation en lecture et en écriture. on vous laisse voir une séance d'encodage. Là. Il n'y a pas de son, donc il y a juste des images. Donc là, c'est le sous-main. Ouais. Donc, je vais revenir. Je voudrais. C'est ce que je fais. Je vais revenir à mon document. Voilà. Donc voilà, vous voyez, alors je vous montre juste le fonctionnement. Sur la première page du lexique Leximini, on a les sons. Et l'enfant, là, c'est tortue, donc ça commence par un T. Il sait, par exemple, que pour le T, il va à la page 8. Il n'y a que 20 pages dans le fichier. Et donc, il sait qu'en allant à la page 8, il va trouver son mot et il va le retrouver avec l'image, puisque l'image de la tortue est à la fois sur son image à lui et dans le lexique. Alors, voilà comment se passe une séance. Je vais aller vite, mais il y a un webinaire exprès là-dessus. Donc, l'enfant, en haut à gauche, a son image en codage, par exemple, canard. Canard, si on dit à l'enfant écrit canard, s'il maîtrise bien le code alphabétique, il va écrire CA-NAR. Donc, nous, on va donner l'indice en amont. On va lui dire, OK, tu vas écouter le mot, mais à la fin de canard, il y a un D muet. On lui dit en amont pour qu'il puisse lui-même accéder à la bonne orthographe. Ça, d'où ça vient? Si vous voulez, dans ma classe, moi, quand je travaillais, je laissais les élèves, donc, comme je vous disais, écrire en phonétique. Donc, je leur disais que c'était bien. Et puis après, je passais vers eux, puis je corrigeais. Par exemple, pour canard, j'allais leur dire, ben, c'est très bien, mais à la fin de canard, il y a un D. Puis un jour, il y a un élève, il m'a dit, mais maître, tu nous dis toujours que c'est bien, puis tu corriges tout le temps après. En fait, ça a fait un déclic en me disant, c'est vrai.
Donc, ça les frustrait un peu. Donc, maintenant, on a choisi de donner l'information avant pour que l'enfant, lui, tout seul, ait tout ce qu'il faut pour accéder à la bonne orthographe. S'il fait une erreur, ça veut dire que peut-être qu'il confond un son, peut-être qu'il en a oublié un, etc. Mais en tout cas, au départ, il a tout ce qu'il faut. Donc, il écoute le mot, il fait son essai d'écriture en manipulant le jeu de cartes. Canard. Une fois qu'il a fait son essai, il rapproche les cas pour former le mot. Donc, ici, c'est juste, mais il pourrait y avoir une erreur. L'étape d'après, il va aller dans Leximini vérifier si son essai d'écriture est bon ou pas. Dans ce cas-là, il va le corriger. Soit il comprend son erreur tout seul, soit il va falloir lui expliquer l'erreur parce qu'il ne comprend pas. Donc, soit il est autonome, soit l'enseignant sera obligé d'intervenir un petit coup. Et une fois qu'il a bien écrit, ben, il va s'entraîner sur son ardoise à l'écrire. Et après, on a une petite étiquette qu'on colle dans le cahier mémoire. C'est ce que l'enfant est capable d'encoder, ce qu'il a réussi à encoder en classe. Donc ça, je vous invite à venir, si ça vous intéresse, sur le webinaire graphisme et encodage. On fait vraiment un détail de cette séance. Maintenant, dans l'écriture, on a aussi la dictée. Donc, les dictées, elles apparaissent en période 2, parce qu'en période 1, on axe plutôt sur les séances d'encodage. On pose vraiment ça, on prend notre temps. Donc, ça arrive en période 2. C'est assez régulier, mais ça évolue. Donc, on va travailler des syllabes qui contiennent le graphème qu'on est en train d'étudier. On traite 5 syllabes par séance. On va travailler 2 mots-outils avec une mémorisation orthographique de ces mots-là. Et puis, on va travailler une phrase. Donc, ça, c'est à l'ardoise. Et puis, assez vite, on va avoir une réflexion à l'oral en s'appuyant sur le sens. Donc, en fait, en gros, pour faire simple, on veut travailler le sujet et le verbe. On ne va pas parler de sujet, on va juste poser la question qui est-ce qui. Par exemple, si je prends métallo-roule dans la cour, on va dire aux élèves. Pour le verbe, on va leur dire est-ce que vous pouvez trouver le mot qui dit ce qu'il est en train de faire? Il y a un seul mot qui me le dit, donc ils identifient ce mot-là. Au bout d'un moment, on leur dit que ça s'appelle le verbe de la phrase, ils disent ce qu'il fait. Puis après, on va leur dire qui est-ce qui roule. Donc là, ils en déduisent métallo. Et là, on est sur le travail du sujet, mais on ne dit pas le mot sujet, on est sur le sens. Pourquoi? Parce qu'on veut arriver à des accords en fin d'année, notamment le ENT à la fin, à la troisième personne du pluriel, qui est travaillé. Donc, on le travaille en amont comme ça, et quand on travaillera ça, ben, les enfants sauront déjà qu'on peut se poser cette question-là, etc. Pour vous donner une information par rapport à l'étude IFE et puis à l'évaluation, par exemple, les accords ENT ou les S du pluriel, eh bien, dans l'étude IFE, il y a 17% des élèves qui sont capables de faire ces accords-là, de faire au moins un de ces deux accords dans une phrase, et nous, on est à 51%. Voilà, parce que depuis le départ, on l'introduit assez tôt et on explique aux élèves comment ça fonctionne. Ça fait partie du fonctionnement de la langue. Maintenant, les situations d'écriture. Donc, on est pareil, on a un webinaire là-dessus. Là, on vous en montre juste une, mais il y en a plusieurs qui sont détaillées dans le webinaire. On part, par exemple, de cette image-là. Métallo porte une souris et une tasse. Le but, c'est de pouvoir faire écrire aux élèves la phrase « Métallo porte une souris et une tasse » ou alors « Métallo porte une tasse et une souris ». On travaille sur le EET. Donc, une séance commune de verbalisation voilà, sur l'image, et puis on oriente petit à petit les élèves, puis si besoin, bon, on leur pose la question, bah, tiens, qu'est-ce qu'il porte, Métallo? Ben, il porte une souris et puis une tasse. Alors, ça va être d'abord à l'oral, puis on va formuler la phrase à l'écrit. Une fois qu'elle est formulée, les enfants vont travailler par deux sur une grande bande de papier où ils vont faire leur essai d'écriture avec les outils qu'ils ont à leur disposition. Donc, ils vont coopérer entre eux. Une fois que chaque groupe a fait sa production, on les affiche au tableau. Donc, forcément, il y a des erreurs. Donc là, eh ben, on discute, on mutualise, on débat, on essaie de trouver la bonne orthographe. On va la chercher si on n'est pas sûr. Et une fois que c'est corrigé, alors l'enfant, lui, sur son fichier, va refaire le travail en ayant tout caché. Ça, c'est une première fois qu'on fait l'exercice, mais plus tard, il aura aussi à refaire cet exercice-là. Par exemple, je ne l'ai pas là, mais par exemple, Métallo porte une toupie et des pommes. On introduit le pluriel en même temps, mais l'enfant sait ce qu'il a à faire. Il fait son essai d'écriture, etc. Donc ça, c'est une situation d'écriture, par exemple, dans le fichier. Maintenant, au niveau des affichages dans la classe, on vous a dit qu'on travaillait sur la régularité de la langue. Donc, en haut à gauche, vous avez le S de souris. Donc ça, c'est des affichages qui ont un format A4. C'est le graphème le plus courant qui correspond à un son. Et plus tard dans l'année, on va étudier des graphèmes, ce qu'on appelle secondaires, des graphèmes qui sont moins courants, comme le 2S et le C, par exemple. Donc, ils seront affichés comme ça dans la classe. Pour le Q, on a le C en premier, puis après, on verra le QU. Voilà. Pour le I, il n'y a que le I. Donc ça, c'est les affichages des sons, des graphèmes correspondant au son. Et puis, sur la droite, on fait un autre panneau
Pour les graphèmes qu'on appelle rares, c'est les graphies qui sont peu courantes. Je donne un exemple. Le Y, je vous ai dit tout à l'heure qu'il représentait 1% des écritures du son I. Donc, on ne va pas commencer à dire aux élèves que quand on veut écrire I, on écrit I ou Y. Non, quand on veut écrire I, on écrit la lettre I. Par contre, il faut savoir que le I, c'est pas souvent, mais de temps en temps, il s'écrit comme ça. Donc, on a juste un panneau comme ça qui n'est pas très conséquent. En fait, en fin d'année, je sais pas, il y a peut-être 25 mots dedans, donc ce n'est pas quelque chose de gros. Mais l'enfant peut identifier ces graphèmes-là pour les reconnaître en lecture et se dire « Ah oui, je sais que ça fait ce son, ça, c'est tel son pour quand il dit. » Voilà. Mais on ne l'habitue pas à écrire comme ça au départ. Il verra ça plus tard en CE. Et puis, on va vous montrer un exemple en étude de la langue. Donc, par exemple, sur le pluriel des noms. Donc, si vous regardez à gauche, là, quand vous avez la page de Leximini, vous voyez qu'on indique le pluriel en bas. À chaque fois, on introduit au départ le singulier et le pluriel. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, on va prendre le mot montagne. Si un enfant vous dit comment ça s'écrit montagne, mais quel que soit le niveau dans lequel on travaille, hein, on va lui dire montagne s'écrit M-O-N-T-A-G-N-E. Eh ben, enfin, on a tendance plutôt à dire ça. En fait, non. Montagne, ça va s'écrire M-O-N-T-A-G-N-E ou alors M-O-N-T-A-G-N-E-S. Et c'est à toi de te poser la question lequel tu vas choisir. Parce que dans ce que tu es en train d'écrire, est-ce qu'il y en a une de montagne ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Donc, ça veut dire que dès le début du CP, les enfants ne sont pas capables de maîtriser ça, mais ils sont ouverts à ça. Ils savent qu'il y a plusieurs écritures possibles et qu'ils vont être obligés de faire un choix. Et ça vient dans les résultats que je vous dis, où on arrive à 51% d'enfants qui arrivent en fin de CP à gérer le pluriel, parce que, en tout cas en bonne partie, parce qu'ils ont été ouverts dès le départ à ça. C'est quelque chose qui est possible. Gérer des accords à partir du CP, c'est quelque chose de possible. Voilà. Et quand on est par exemple en CE1, et puis on dit en tant qu'instit, on se dit ah, mais ils mettent jamais les S, au pluriel, etc. Oui, mais est-ce qu'on leur a dit au départ que ça existait? Parce que sinon, eux, ils se sont construits avec le singulier, puis à un moment donné, nous, on leur explique le pluriel, puis on voudrait qu'ils déconstruisent tout ce qu'ils ont déjà appris. Et c'est ça, hein, c'est la difficulté. Alors que si au départ, on leur explique, chacun à son rythme va l'acquérir, mais au moins, ils sont ouverts à ça. Donc, Laurent, là, il va vous montrer comment dans l'appli. Ouais, donc là, vous avez Leximini, ça fonctionne comme ça, mais dans le clavier métallo, ça fonctionne de la même manière. Donc là, je vais faire. Voilà. Ok. Ça fait le partage? Oui. Donc, si on cherche le mot montagne, là, par exemple, ah ben, je n'ai pas réinitialisé. Tiens, rien. C'est pas grave. Monte. Donc, on va tomber sur la même chose que sur le livre Leximini. Donc, ici, on va présenter des cartes mentales, en fait, quelque part. Hein. Là, on a une carte mentale qui va permettre à l'élève de choisir en fonction de son écrit le mot qu'il va écrire. On a ça pour le pluriel des noms et on a ça pour le pluriel des verbes. D'accord? Donc, ce qui fait qu'on va avoir des accords qui sont posés très rapidement. Alors, le clavier métallo, je vous invite si vous ne le connaissez pas, je vous invite au prochain webinaire qui a lieu le 23 mars. Vous pouvez regarder sur le site. Hein. Je vous mettrai peut-être dans l'envoi que je vais vous faire parvenir avec le replay, un lien pour vous inscrire. Donc, c'est un clavier qui contient pour le clavier 7000 mots qui regroupe les sons de la langue française. Et donc, c'est un clavier avec une entrée phonétique. Je peux trouver tous les mots que je veux en quelques secondes. Si je veux écrire spaghetti, je vais faire spa. Et voilà, je vais trouver l'orthographe de spaghetti. Mais de la même manière que si je voulais écrire voiture, voix, what, voilà, je trouve l'orthographe de mon mot. Et ce clavier, avec ses 7000 mots, il va permettre à l'élève déjà de se débarrasser de l'orthographe lexicale, soit en amont, en allant chercher son mot, soit en aval, en corrigeant son essai d'écriture. Et il va surtout permettre aussi un renforcement phonologique. On s'aperçoit qu'en manipulant le clavier de manière régulière, on a des élèves qui sont extrêmement forts en phonologie. Et les résultats d'écriture graphophonétique évalués en fin de CE1 sont de l'ordre de 86% sur l'étude 88% sur l'étude lire et écrire de l'IFE. Nous, on va se retrouver avec un résultat qui est de l'ordre de 96% en fin de CP. Parce que ce brassage, cette manipulation avec le jeu d'encodage graphème, phonème, avec Leximini, avec le clavier métallo, ça va permettre un renforcement phonologique.
Alors qu'on soit bien d'accord, hein, le clavier métallo n'est pas du tout nécessaire à la méthode de lecture, c'est autre chose. En fait, le clavier métallo, il peut se greffer sur n'importe quoi. Vous Ouais. pouvez avoir la méthode sans le clavier. Alors, on va, Donc, sur le je vous webinaire, invite à venir, je vous expliquerai tout sur le clavier métallo la semaine prochaine, le 23. alors je reviens, on a bientôt fini sur mon document. Donc, voilà, donc, par exemple, un exercice du fichier, ben, voilà, de ce type-là, et l'enfant pourra vérifier soit avec l'Eximini en allant voir les écritures ici, soit dans le clavier métallo, il peut lui-même corriger son exercice. D'ailleurs, dans les ressources, on l'a mis en place cette année, vous avez une correction du fichier, c'est-à-dire que c'est mis en page pour que ce soit facilement photocopiable et un enfant peut déjà faire une première passe sur son travail, faire une première correction, même s'il n'arrive pas à tout corriger, au moins de voir s'il a réussi d'écrire avec la bonne orthographe ou pas. Donc voilà, donc ça, c'est les résultats de l'étude de Patrice Gourdet par rapport à… Mais ça, c'est détaillé dans les prochains webinaires, on prend chaque point, donc on ne va pas forcément tout détailler là. Mais ça, c'est les résultats qu'on a obtenus. Qui sont consultables sur le site. Oui. On va passer aux questions. Au niveau de la différenciation, donc là, c'est important pour nous aussi parce qu'on sait très bien que les classes sont très hétérogènes. Hein. Quand on arrive en CP, ben, il y a des enfants qui ne sont pas prêts du tout, puis il y en a qui savent déjà lire. Donc, et puis au niveau de l'écriture, bon, en général, ils ne savent pas trop écrire hein, quand même. Mais voilà. Donc, la différenciation, elle est omniprésente. Donc, déjà, dans la situation d'écriture, elle est naturelle. Et donc, je le rappelle, c'est une méthode de lecture et d'écriture. Et dans le temps, on passe à peu près autant de temps à apprendre à lire qu'à apprendre à écrire. Quand on fait écrire quelque chose aux élèves, quand on les met en situation d'écriture, il y a une différenciation naturelle parce que les élèves qui sont forts, ben, ils vont produire beaucoup. Et ceux qui sont plus faibles, eh ben, ils vont produire moins, mais ils vont pouvoir écrire quand même. Et là, ça va s'ajuster assez facilement au niveau de l'élève. Contrairement à la lecture, où quand on amène un texte, eh ben, il y a des enfants qui sont incapables de le lire, puis il y en a, le temps de l'afficher au tableau, puis de mettre la place en place, mais ils ont déjà tout lu. Donc, vraiment, l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui est un différenciateur naturel. Dans le guide pédagogique, dans tous les petits paragraphes que vous avez pour détailler la séance, chaque fois que c'est possible, vous avez de la différenciation. Et ce n'est pas forcément des documents, ça peut être juste un truc qu'on dit aux élèves. Voilà, tout est détaillé. Et puis, vous avez un fichier de différenciation où là, il y a des supports photocopiables. Et puis, ce que je vais préciser aussi au niveau des recommandations, les recherches, elles préconisent de faire le même travail à tous les élèves, mais en différenciant plutôt que de donner des exercices différents à suivant les niveaux d'élèves. Donc, nous, les élèves font toujours tous la même chose, seulement c'est adapté à différents niveaux pour que tout le monde puisse y arriver. Voilà ce qu'on peut dire sur la différenciation. Et puis, en dernier point, ben, on accompagne les enseignants qui utilisent la méthode. Donc, déjà, vous pouvez nous contacter par mail, contact@metallo.fr. Là, vous aurez le document. Hein. Là, on vous répond. Il y a le groupe Facebook dont on vous a parlé tout à l'heure, où nous aussi, on intervient, on surveille ce qui se passe, puis de temps en temps, on intervient s'il y a besoin. Sinon, les enseignants se répondent entre eux et ça se passe très bien. Il y a les tutos d'accompagnement. Et puis, en début d'année, donc juste avant la rentrée, on fait un webinaire de mise en place pour les nouveaux arrivants qui disent ben voilà, moi j'ai bien regardé le guide pédale, je ne comprends pas ça. Ben, on fait un webinaire spécial questions-réponses où on répond à toutes vos questions pour vous aider à le mettre en place. Donc voilà. On répond à vos questions. Ok, donc maintenant, si vous avez des questions, nous on a fini. Donc, Oui, on a été un peu long peut-être. j'espère que vous ne dormez pas. Et voilà, on attend dans le chat si vous avez des questions ou pas.